Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Expert en parle. Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir un ministre qui va marquer l'histoire du Canada et l'histoire du monde, car il est le premier à être chargé de la lutte contre les discriminations raciales. Il s'appelle M. Benoît Charette. Mais pour la petite histoire, comme vous le savez, depuis des années, beaucoup d'événements malheureux se sont produits dans le monde entier et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut la mort de George Floyd aux États-Unis. Alors, le Premier ministre, M. François Legault, a décidé de prendre les taureaux par les cornes et de passer à l'action. Alors, il a choisi et nommé 7 personnes des ministères pour réfléchir et penser la façon de lutter contre le racisme. Le groupe d'action contre le racisme a fait 25 propositions. Et ces 25 propositions doivent être appliquées. Et qui a été choisi pour cela? M. Benoît Charette. Alors, qui est M. Benoît Charette? M. Benoît Charette est le ministre de l'Environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. Il est aussi député des Deux-Montagnes. Il est le ministre responsable de la région de Laval. Et maintenant, il est la première personne à être ministre de la lutte contre les discriminations raciales. Aujourd'hui, on vient sur notre plan nous expliquer pourquoi il a été choisi lui et non un noir, car beaucoup de personnes se disent que ça devait être un noir. Pourquoi est-ce que c'est à travers lui que tout doit se passer? Quels sont ses plans? Quelle est sa mission? Comment il compte lutter contre le profilage racial, contre tous les problèmes qui se passent ici au Québec? Alors, je pense qu'il est temps d'aller écouter Monsieur le ministre Benoît Charette. Vous, autant que moi, nous avons beaucoup de questions à lui poser et on espère qu'il va nous convaincre. Allons l'écouter ensemble. Nous recevons M. Benoît Charette, qui est bien sûr un ministre tellement occupé, mais qui a quand même trouvé un peu de temps pour nous. Il est là avec nous et bien sûr on est en présentiel. Quel plaisir de l'avoir avec nous. Bonjour Monsieur le ministre. Un réel plaisir, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté vraiment notre invitation. Comment on se sent de se retrouver finalement un tout petit peu en présentiel? Je pense que c'est la première rencontre en plusieurs semaines. Nous gardons nos deux mains. Oui, absolument, c'est certain. Malgré tout, c'est la première rencontre en présentiel, c'est l'expression qui est maintenant consacrée depuis de nombreuses semaines. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir que c'est avec vous que se tient. Je suis vraiment content de vous avoir là et d'avoir la primeur de vous voir après autant de temps en Zoom et tout. En fait, peut-être je ne serai pas très doux avec vous, en tout cas là, à travers mes questions. Ma première question, ce serait, d'abord, je vais vous féliciter pour votre nouveau ministère, le ministère de la lutte contre la discrimination raciale. Est-ce que vous croyez que le racisme systémique existe au Québec? En fait, le racisme existe au Québec, malheureusement, comme il existe partout sur la planète. J'ai la conviction que le Québec demeure une société très ouverte, mais malheureusement, on n'échappe pas à ses préjugés, on n'échappe pas à certaines discriminations. On ne retient pas volontairement du côté du gouvernement l'expression racisme systémique, parce que c'est un concept qui malheureusement est interprété de différentes façons par différentes personnes. Dans certains cas, le fait de vouloir protéger la langue française est pour certains donc une illustration de racisme systémique. Donc c'est la raison pour laquelle l'adjectif systémique ne fait pas partie du discours, mais la lutte au racisme et au racisme sous toutes ses formes, elle est incarnée par la nomination qui a fait de moi le ministre en titre, et j'en suis personnellement très honoré. Mais il faut savoir aussi que c'est la toute première fois au Québec qu'on a un ministre responsable du dossier. Donc ça illustre un peu l'importance que nous accordons à l'enjeu. Ça illustre l'obligation de résultat, parce qu'avec un ministre vient le principe de la responsabilité ministérielle. Donc on veut arrêter de se limiter aux consultations, aux discussions. Il faut réellement passer à l'action avec un plan d'action qui est bien concret, avec 25 recommandations là, que je compte bien avec mes collègues mettre en pratique. Parce que moi, je m'attendais à une réponse directe. Le racisme, oui. Systémique. En fait, c'est l'expression qui porte à confusion. Ok, donc nous, on ne retient pas. Volontairement, on laisse aller. Consciemment, parce que dans les faits, lorsque nous parlons de lutte au racisme,
on sait de quoi il est question, le terme est bien compris, il est bien saisi, mais lorsqu'on ajoute des qualificatifs, c'est là où certaines personnes interprètent de telle ou telle autre façon, et l'important, c'est de fédérer tout le monde. Donc, systémique, on laisse de côté. Monsieur le ministre, on sait que vous aviez déjà un ministère, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. Maintenant, c'est un ministère lutte contre le racisme systémique. On peut dire, à quelle hauteur est-ce que vous placez ce nouvel enjeu? Fondamental. Je vous dirais très égoïstement, je pense à ma famille. Ma conjointe est d'origine haïtienne. Les enfants sont donc métissés. Donc, je pense à eux en acceptant ce dossier-là, mais je pense aussi à tous les autres, à tous les concitoyens, concitoyennes qui malheureusement sont confrontés à des gestes par moments disgracieux, des décisions injustes à leur endroit. Et je ramène ça encore une fois, la notion de dignité. Moi, lorsque ma plus vieille, il y a quelques semaines, quelques mois, m'a raconté son expérience où elle s'est fait interpeller par la police sans aucune justification, et quand j'ai ressenti sa frustration, son incompréhension, son dégoût. Vous avez partagé ça, vous êtes très sensible à ça. Tout à fait. Et quand je sais que c'est vécu par bon nombre d'autres citoyens, citoyennes, il faut amener des correctifs à certains comportements. Il y a beaucoup de pédagogie derrière ça, mais il y a des changements qui sont nécessaires aussi. Sur quoi le Premier ministre s'est basé pour vous donner les rênes de ce ministère-là? Quand on sait que le groupe des 7, qui était bien sûr piloté par Mme Giraud et M. Carmen, dans ce groupe, il n'y a eu personne qui a été comme choisi. Sur quoi est-ce qu'il s'est basé pour vous donner cette responsabilité-là? Et je sais que vous avez dit dans plusieurs médias qu'on ne doit pas s'appuyer sur la couleur de la peau, mais sur quoi il s'est basé? J'aime penser, et c'est lui qui pourra le confirmer, qu'il voit en moi un homme de résultats au niveau de la lutte au changement climatique. Justement, on avait beaucoup à livrer et on a livré beaucoup. Donc, j'aime penser qu'il voit en moi quelqu'un qui livre ce qu'on lui demande. Mais autrement, oui, la question de la couleur de la peau est intervenue. Oui, la question m'a été posée. Mais ce que j'ai eu l'occasion de répondre dans le groupe des 7, il y avait naturellement Lionel et Nadine, tous deux d'origine haïtienne, tous deux coprésidents de ce comité. Certains m'ont demandé... On s'attendait d'ailleurs que ce soit l'une des personnes qui... Pourquoi effectivement pas elle ou pourquoi pas lui? Moi, la réponse que j'aime répéter, Nadine, elle est responsable notamment des relations internationales du Québec. Donc, Nadine, c'est le visage du Québec à l'étranger. Donc, moi, le fait d'avoir une immigrante noire comme visage du Québec à l'étranger, je trouve que c'est un message formidable. Lionel est un éminent spécialiste de réputation d'ailleurs internationale au niveau de la neuropédiatrie. Il est, au niveau des services sociaux, la personne tout indiquée. Le fait que lui, comme homme aussi immigrant noir, joue un rôle aussi important pour toute la jeunesse québécoise, ça me réconforte. Donc, plutôt que de les confiner à un rôle compte tenu de la couleur de leur peau, ils jouent un rôle qui rayonne sur le Québec entier. Donc moi, je ne me sens pas du tout mal à l'aise d'occuper cette fonction. L'important, c'est d'avoir naturellement le goût de faire les changements qui sont nécessaires, d'avoir la sensibilité et la connaissance, et je pense avoir ces qualités-là. Mais pour celles et ceux qui se posent la question, je ne suis pas offensé, mais on jugera au résultat. Il faut dire que beaucoup de mauvaises langues prétendent que sûrement c'est parce que il y avait certaines affinités, d'autres disent que peut-être que vous ne remplissiez pas bien votre rôle au niveau de l'environnement, ce qui d'ailleurs revient toujours à monsieur le Premier ministre de juger. En fait, généralement, et encore là, c'est le Premier ministre qui pourrait répondre, mais quelqu'un qui s'acquitte mal de son mandat, généralement, on ne lui en donne pas de nouveau. Généralement. Oui. Mais, non seulement j'ai conservé l'environnement, mais j'ai ce dossier-ci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas seul non plus, et ça, c'est aussi réconfortant
réconfortant. J'ai Christopher Skeet qui faisait partie du groupe des 7 pour le volet lutte au racisme, mais j'ai aussi Yann Lafrenière qui lui va s'occuper davantage du volet les Premières Nations autochtones et Inuit. J'y viens tout à l'heure dans l'une de mes questions nationales. Donc, je suis bien entouré. Donc, je ne suis pas seul. Le défi est colossal, mais heureusement, là, on est une belle équipe pour y arriver. Et aussi, ce qu'on oublie de mentionner par moment, c'est qu'on a créé un bureau de coordination au sein même de l'administration publique. Et ça aussi, c'est une première dans l'histoire du Québec. Donc oui, il y a le volet politique, mais l'administratif sera là pour s'assurer que chacune des recommandations dans les différents ministères puisse suivre son cours. Comment est-ce que vous expliquez la création de ce groupe de 7? Parce que c'est quand même une première, je dirais même au Canada, non, dans le monde. Qui est un ministère spécialisé dans la lutte contre le racisme. Effectivement, mais ce qui a amené le premier ministre à créer ce groupe-là en juin dernier, je pense qu'on a tous été bouleversés par les images de M. George Floyd aux États-Unis. Donc, c'est cette foulée-là. Moi-même, j'ai participé à l'époque, il y a eu des marches aussi pour témoigner de notre indignation. Donc, on voulait passer à l'étape suivante. Au Québec, malheureusement, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de consultations sur ces enjeux-là. Bon, on n'est jamais passé de la parole aux actes et le premier ministre a été très clair dans ses directives. Je mets sur pied le fameux groupe des 7, mais revenez-moi non pas avec une énième série de consultations, mais avec des actions concrètes. Donc, le groupe des 7, de juin à décembre, a passé en revue la multitude d'études faites sur l'enjeu, a rencontré plusieurs interventions et a pu identifier 25 actions prioritaires à mettre en place qui touchent tantôt la sécurité publique, le fameux phénomène des interpellations. Exactement, ma prochaine question venait là-dessus. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui a motivé le premier ministre dans sa décision. Ça ne va pas m'empêcher de vous poser ma question. Quand on regarde, déjà, il ne faut pas que je me trompe, c'était le 28 septembre dernier, une femme à Tikamekou de 37 ans, Madame Joyce Echaquan, et on pense aussi avec le profilage racial avec l'affaire Camara et aussi l'avocat noir qui a été interpellé. On parle, et d'ailleurs encore très récemment, la femme noire d'origine camerounaise, Madame Mireille Njomo, qui a lancé un cri strident de détresse, qui est finalement décédée. C'était à Charlemagne, Longueuil. Et on pense aussi à Jocelyn Ottawa qui, ça fait quelques jours, là, fait que c'est vraiment chaud. Est-ce que si les gens doivent aller vaquer à leurs besoins en ayant peur de la police qui doit les sécuriser, en ayant peur d'aller à l'hôpital où on est censé être soigné et qui actuellement ils sont négligés, ils sont vilipendés, ils sont avec des préoccupations vraiment très sérieuses. Quel est votre point? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que c'est très sérieux. Qu'est-ce que vous dites à propos de ça? C'est des situations tout à fait inacceptables, tout à fait intolérables. Et d'ailleurs, le titre du plan d'action, c'est Racisme au Québec, tolérance zéro. Et dans le cas de Mme Echaquan, dans les heures où l'enquête a révélé des manquements, il y a eu des congédiements. Ce qui est très rare au Québec, de congédier aussi rapidement des gens de la fonction publique. Et c'est le message qu'on veut envoyer. Il n'y a plus de place pour des comportements de cette nature-là. Pour Mme Ottawa, la situation dans le cas de cette dame-là, je dois vous avouer, j'ai vu le vidéo, très déchirant, mais on en sait très peu. Moi, personnellement, et si vous me dites le contraire, je le condamnerai volontiers, mais je n'ai pas eu écho de propos déplacés ou de comportements discriminatoires ou quoi que ce soit, mais la situation, elle est interpellante. Donc, n'ayant pas ce détail-là, une enquête du coroner qui va faire la lumière sur la situation et une enquête de l'hôpital. Mais si jamais on démontrait mauvais traitement, propos
propos racistes ou quelque chose d'inapproprié, je serai et le gouvernement sera le premier à condamner ça. Et dans le cas de Mme Ottawa, situation toute récente, c'est vraiment hier, là, qui a été portée à notre attention hier, 2 suspensions immédiates sans salaire. Et si tout ça est avéré, on peut penser à des congédiements aussi. Tolérance zéro, ce sont des comportements qui doivent changer. Mais à ce niveau-là, et ça c'est une annonce qu'on a faite il y a quelques semaines et qui est accompagnée d'une enveloppe budgétaire assez conséquente, le concept de sécurisation culturelle pour les Premières Nations, mais surtout une campagne de formation qui va s'adresser à tous les employés du système de santé et services sociaux. Pourquoi pas uniquement le personnel soignant? Parce qu'à l'occasion, et on l'a appris avec Mme Echaquan, malheureusement, au niveau de la direction, on a réalisé qu'il y a eu des signalements par le passé. La direction n'a pas été suffisamment proactive. Donc, on veut que non seulement le personnel soignant, mais tout le personnel du réseau de la santé ait cette formation concernant le racisme. Réitérer que c'est tolérance zéro et s'il y a des comportements à changer, que ces comportements-là devront changer. Donc, c'est des gestes très concrets qui ont été confirmés pour justement que ces comportements-là qui nous désolent à chacune des fois là, cessent. Est-ce que dans ce cas-là, dans le cas, par exemple, je prends encore, désolé de revenir dessus, le cas de la dame de Montréal, Mme Jomo Mireille, est-ce que l'enquête est ouverte déjà, pendant que le coroner s'occupe de la dépouille et tout? Oui, c'est nous, ça a été confirmé par le ministre de la Santé et notre responsable de la justice. Là, on est aujourd'hui en début de semaine. Dès que les faits ont été rapportés, l'enquête a été décrétée et le coroner a toute la latitude nécessaire là, pour veiller aux informations. On ne le sait pas. Et soyez assurés que la journée où si un manquement devait être votre bureau est dessus, je serai le premier à le condamner. Mais cependant, à ce moment-ci, on ne sait pas quelle est la part de difficulté physique, quel problème de santé la dame avait, mais ce sont tous des éléments de réponse que nous aurons là, sans doute prochainement. On sait que le racisme n'est pas une réalité née au Québec et puis la discrimination systémique non plus. Ça a été démontré par des grands chercheurs. Quel est votre plan de match pour M. le ministre? Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment les coudées franches pour venir à bout de ce fléau? Ou alors, si c'est vrai, comment vous comptez vous y prendre? Tout à fait. C'est un changement de comportement qui est nécessaire chez certains. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, dans tous les cas, se fera du jour au lendemain. Mais ce qui, moi, me réconforte, j'allais le mentionner tout à l'heure, il y a un plan d'action qui a été présenté en décembre dernier avec 25 recommandations très précises qui touchent différents aspects. Sécurité publique, notamment pour le profilage policier, l'éducation, pour ce qui est de l'éducation à la citoyenneté, pour ce qui est de ces campagnes de sensibilisation, également le travail. On a un gros problème chez certains à faire reconnaître les parcours professionnels, à faire reconnaître les acquis issus là, de formations soit étrangères ou de parcours professionnels hors Québec. Donc, on a réellement des actions précises. Et ce qui me réconforte encore une fois, c'est qu'on a créé ce bureau de coordination qui est complètement indépendant du politique, qui est au sein de l'administration, qui est d'ailleurs intégré au ministère du Conseil exécutif. C'est le ministère du Premier ministre. Donc, c'est le ministère qui est en lien avec l'ensemble des ministères concernés pour s'assurer que chacune de ces actions-là est le suivi approprié. Et je suis confiant que dès les prochains mois, on pourra démontrer certaines avancées. Et moi, mon intention, c'est aussi d'y aller d'une reddition de compte. C'est dire de façon périodique, rendre publiques les avancées qui ont été réalisées pour que tous sachent que ce n'est pas un dossier là, qui sera tabletté comme ce fut le cas malheureusement trop souvent là, par le passé. J'aimerais juste savoir, on sait qu'actuellement le Québec, comme beaucoup peut-être d'autres points, fait face aux défis démographiques. Et puis, comment est-ce que vous comptez intégrer l'élite immigrante dans la gestion de la ville, de la cité? Parce que, comme on le sait, beaucoup veulent rester, mais les conditions, avec tout ce qui se passe, racisme ici et tout là, comment vous comptez vous y prendre pour les garder là? Alors, avec la prémisse que le Québec est une société
très, très accueillante. Pour avoir aussi travaillé en Europe, on a, oui, des problèmes de racisme au Québec, mais je pense qu'on a une situation malgré tout enviable et chaque cas de racisme est un cas à condamner. Cependant, une bonne façon de parvenir à des changements réels, c'est à travers l'exemple qu'offre l'État québécois. Un des défis que l'on se donne, c'est d'augmenter sensiblement la présence de la diversité dans la fonction publique pour qu'elle soit plus représentative de la diversité québécoise, mais également nommer aussi beaucoup plus de gens issus de la diversité sur les conseils d'administration des sociétés d'État. C'est important. Pour justement donner l'exemple, un petit peu comme je le mentionnais tout à l'heure, Nadine Giraud, elle est l'image du Québec à l'international. Mais des exemples comme ça, il nous en faut dans les sociétés d'État, il nous en faut un peu partout. Il faut reconnaître que la parité n'est pas quand même au niveau du ministère, avec bien sûr le cabinet de notre Premier ministre, la parité n'est pas là. Ben, homme-femme, c'est-à-dire on est dans la zone minoritaire. Ah, mais minorité, moi, ça me fait très, très plaisir de réitérer un point. Le cabinet actuel est le cabinet le plus diversifié de l'histoire du Québec. On n'a jamais eu dans l'histoire du Québec 2 ministres noirs et dans notre caucus, on n'a jamais eu une diversité aussi grande de gens de différents parcours. Et ça, c'est sans compter naturellement nos candidats et candidates aux dernières élections. La Coalition Avenir Québec était le parti qui avait le plus de candidats et de candidates issus de l'immigration. Donc, on a réellement cet élément-là à cœur, mais au niveau de la représentativité au Conseil des ministres, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire du Québec. On veut faire mieux, on va faire mieux, mais déjà, on a eu par le passé une ministre noire en la personne de Dominique Anglade, qui est devenue d'ailleurs chef du Parti libéral, mais 2 ministres noirs, ça c'est sans compter les autres profils issus de la diversité. On offre un message qui est important, puis dans des postes qui ne sont pas secondaires, des postes de premier plan. Donc un très beau message que l'on envoie à notre jeunesse là, avec ces modèles-là. Je suis content que vous parlez jeunesse et que vous parlez de Dominique Anglade. J'ai rebondi, ça va être sûrement ma dernière question avant votre dernier mot. Pour terminer, on sait que la jeunesse, c'est le fer de lance d'une nation. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup de génie, ils ont beaucoup d'intelligence, ils veulent participer, ils veulent entrer, ils veulent apporter. Et c'est eux qui sont le Québec, le monde de demain. Comment est-ce que vous, dans votre plan, vous comptez favoriser cela? Et c'est ça. Un meilleur exercice de la citoyenneté. Je ne veux pas devancer les annonces que mon collègue à l'éducation doit faire, mais je peux vous confirmer que prochainement, on annoncera des modifications importantes au niveau de la formation, faire en sorte que nos tout-petits, même au niveau primaire, aient dans leur parcours des enseignements sur le racisme, sur la discrimination, sur l'exercice de la citoyenneté, donc en très bas âge et jusqu'à la fin du secondaire, donc sur tout leur parcours primaire et secondaire, ces notions-là seront partagées, seront enseignées pour que cette relève-là de demain n'ait plus à souhaiter. Donc les préjugés que certains de leurs parents ou certains de les adultes dans leur entourage respectif peuvent avoir. Donc c'est une des mesures là, qui sera dévoilée là, très certainement prochainement. Quelle est l'action que vous, avec votre nouveau ministère, vous pensez faire pour aider le média de la diversité ici à Québec vraiment à décoller? Quelles seraient vos actions éventuellement pour utiliser ces moyens, ce véhicule-là pour atteindre bien sûr cette diversité-là? Est-ce qu'il y a un plan d'action? En fait, dans les mesures, ce volet-là n'est pas couvert, mais personnellement, avec mon équipe, avec le gouvernement, on va essayer justement, petite anecdote, ce matin, en fait, je n'ai pas remonté loin dans le temps, une belle rencontre avec les responsables du mois de l'histoire des Noirs. Oui. On parlait de moyens, je trouve l'initiative géniale. On veut les aider justement à avoir un rayonnement plus grand. Donc, selon les projets, selon les idées, on pourra voir là, comment on peut accompagner. Et moi, je serai toujours disponible si vous avez un événement quelconque, si je peux vous aider
aider à travers ma présence ou à travers l'équipe à assurer un rayonnement plus grand, je le ferai toujours avec plaisir. Soyez certain que je prends votre parole comme une promesse et que je l'utiliserai. Et là, c'est enregistré, donc je ne pourrai pas nier. Donc, je serai avec vous avec plaisir là, si d'autres occasions se présentent. Alors maintenant, un mot à ceux qui aujourd'hui, à travers le monde, pensent peut-être à tort ou à raison que le Canada devient dangereux au niveau de la sécurité. Je reviens toujours au point profilage racial, je reviens toujours au point de l'hôpital où les gens se sentent en danger. Un mot? Oui, ben, en fait, je continue de croire que le Québec est une société très, très accueillante. Il y a des cas qui surviennent. On peut s'estimer heureux. Ce sont des cas relativement isolés, des cas qui font malgré tout mal, des cas qui sont inacceptables, mais le Québec demeure une société accueillante et le gouvernement, les autorités sont là pour combattre ces injustices-là. Je serais inquiet si on les niait, si on les jetait du revers de la main, mais le gouvernement prend conscience de l'importance de ces enjeux-là et on se donne les moyens justement de corriger les situations qui se doivent d'être corrigées. Alors, dans mon introduction, j'ai dit que vous étiez un père de famille de 3 enfants et que vous parlez couramment créole. Bien sûr, sûrement, il y en a qui veulent sûrement entendre quelques mots en créole. Sûrement, on va vous écouter parler un peu créole. Eh bien, ça me dit moi-même, tu vis en Haïti, donc créole, moi, je dis, les vignes ont petit jambes malouques parce que je ne peux pas pratiquer chaque jour, je peux dégager toujours. Donc, je me toujours dit que créole là, c'est seconde langue, avant même que me parler anglais, me parler créole, même la Kaila avec Timonio. Donc, Haïti, c'est un pays qui n'en que moins. Chaque fois que je parle créole, je me toujours fait avec plaisir. Ou que parler créole vient vraiment bien. Hein? Ou que dégager. Ok, toujours le bien. Allez, merci beaucoup. Merci.